Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour participer à cette rencontre extra de la protection sociale, plus particulièrement destinée à la fonction publique, sur le sujet de l'entrée en DSN, la déclaration sociale nominative. Donc, on vous propose un petit temps d'à peu près 1h40, entre 1h30 et 2h, on va dire, pour vous présenter ces grands éléments. Pour ce faire, donc je suis Didier Kuhn du groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, donc le JPMDS, qui pilote la mutualisation des moyens de la DSN. Et nous avons une organisation régionale que l'on appelle le comité régional, qui dans votre région, et on a gardé la granularité des anciennes régions, dans votre région est piloté par Antoine Le Prado de la G2R, la mondiale, et on accueille en membre de ce comité et en acteur efficace de la DSN, Martha Rambaud qui est de l'URSSAF et Alban Villemont qui est de la DGFIP. On a la possibilité de répondre à vos questions dans l'onglet questions. Il y a des petits sondages qui vous sont proposés qui nous permettent de mieux vous connaître et d'essayer de préparer d'autres éléments. Vous pouvez poser vos questions en direct. Elles sont enregistrées. On va y répondre derrière de façon écrite. Si des questions reviennent souvent, on reviendra sur scène pour pouvoir les évoquer avec vous. Et de toute façon, vous avez normalement sous la petite cloche sous la petite cloche, vous avez la possibilité, avec un petit nuage, de télécharger le support PDF que nous vous avons préparé, sachant que beaucoup de liens fonctionnent avec ce système. Voilà, je vais vous laisser avec Antoine Le Prado pour cette présentation. Nous sommes disponibles derrière pour répondre aux questions et autant que besoin pour vous accompagner sur cette aventure de la déclaration sociale nominative pour la fonction publique. Antoine, je vous laisse la parole. Merci Didier pour l'introduction. Je vais commencer cette présentation avec pourquoi la DSN et pourquoi elle a été introduite. Donc la DSN, à l'origine, c'est la loi Warsmann de 2012 qui a permis la simplification des démarches administratives, qui a introduit cette notion. Alors, dans cette loi Warsmann, on avait aussi d'autres simplifications, comme celle du bulletin de salaire, ou encore même l'introduction du télétravail dans le Code du travail. Voilà, c'est quelque chose d'assez d'actualité. Un point très important dans la DSN, c'est le « dites-le nous une fois ». En fait, l'objectif, c'est que l'employeur ou l'administration effectue en une seule fois ses principales démarches sociales et fiscales, pour pas avoir à multiplier les éléments déclaratifs. C'est donc un allègement pour les employeurs et donc une amélioration aussi plus globale pour les organismes sociaux dans leur gestion. Tout simplement parce que la transmission dématérialisée des données mensuelles en un seul flux unique sécurisé va permettre aux organismes sociaux de pouvoir faire des mises à jour quasi en temps réel avec des données complètement contemporaines, c'est-à-dire des données qui sont issues de la paye. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est le prolongement naturel des données qui figurent sur le bulletin de paye. Alors, ça va permettre la DSN également l'allègement et à terme, peut-être la suppression également de certaines démarches. C'est l'objectif, c'est la simplification. Et un autre objectif, c'est la fiabilisation des informations. À la fois, donc, pour le recouvrement des cotisations, bien sûr, mais aussi, et c'est sûrement le plus important, le calcul des droits des salariés de façon complètement individualisée. Donc, un calcul plus rapide, comme on le disait, sur les droits. Alors, c'est aussi, évidemment, une mesure qui a été portée par les pouvoirs publics, on l'a dit tout à l'heure, avec la loi Warsmann, pour aussi une politique publique qui doit être au plus proche des besoins des employeurs, mais également des individus. Ça va passer par le principe de dites-le nous une fois, bien sûr, donc par une voie de dématérialisation. La DSN est totalement dématérialisée via le portail Notre Entreprise, une simplification et aussi, bien sûr, une sécurisation des données transmises et une mise à jour vraiment beaucoup plus rapide, puisque contemporaine, ce qu'on disait du bulletin de paye, des données des individus. On maîtrise mieux les données, elles sont fiabilisées. Alors,
l'avantage, c'est une charge de travail qui va être diminuée pour les employeurs et administrations, mais également lissée dans le temps, puisque la déclaration est à la maille mensuelle. Plus particulièrement dans la fonction publique, dont vous faites partie, la DSN n'était pas encore déployée lors de sa mise en route. Elle a commencé en 2017 pour le secteur privé. La fonction publique est amenée à la rejoindre. C'est d'ailleurs la loi qui l'impose à un moment donné, soit en 2021 ou au plus tard en 2022. C'est cette généralisation de la DSN qui doit s'achever sur l'année 2022. Donc l'objectif étant que cette mise en place pour la fonction publique se fasse de la meilleure façon possible, c'est l'objet de notre présentation de ce matin, et qui sera complétée aussi par d'autres présentations dans l'année d'origine un peu plus technique au niveau de la DSN, mais pour pouvoir vous accompagner au mieux dans l'obligation qui va être faite de ce mode déclaratif au 1er janvier 2022. Alors, la DSN, c'est évidemment moderniser certaines données. Les données qui sont transmises par ce biais permettent pardon, excusez-moi, une petite erreur de manipulation. Donc, les données servent à l'examen des demandes de prestations sociales des différents salariés. Comme on le disait au départ, ce sont des données contemporaines, c'est-à-dire au plus proche finalement de la réalité pour le calcul déjà dès maintenant des aides au logement et qui sera ensuite généralisé même à d'autres prestations sociales. Et ça a un autre avantage également, c'est que cette DSN vient nourrir aussi les données qu'on peut restituer aux usagers dans mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc ce site internet permet à chacun, en fait à tout le monde même, de voir ses ressources personnelles, également les données des activités professionnelles qui sont déclarées par les employeurs. On a aussi sur ce site internet cette possibilité. Légalement, les droits sociaux et les interlocuteurs qui sont associés pour chaque individu. Et enfin, il y a aussi également un simulateur de prestations potentielles auxquelles on pourrait avoir accès. Donc là, les gens peuvent également consulter l'ensemble des informations qui les concernent de façon complètement sécurisée également sur ce portail-là. Donc finalement deux choses importantes, des données qui permettent de mettre à jour le plus proche possible de la réalité et des données accessibles aux individus. Alors, la DSN porte également, évidemment, des informations nécessaires au prélèvement à la source. C'est aussi un de ses avantages. Donc, les procédures qui vont être prochainement intégrées dans la DSN, puisque c'est un système évolutif, on fait en sorte de pouvoir véhiculer par ce vecteur le maximum d'informations. Il va y avoir la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés. Donc, dès 2021 pour le secteur privé, en 2023 pour le calcul et la déclaration des effectifs pour le secteur public, et enfin en 2024, c'est l'objectif pour la collecte. Alors, vous avez un espace dédié sur le site de l'URSSAF pour la fonction publique pour la déclaration justement des travailleurs handicapés. La déclaration également qui intégrera prochainement la DSN pour le paiement et la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Donc ça, c'est prévu en 2022. Donc un système qui finalement est déjà assez complet, mais qui évolue dans le temps en fonction des évolutions réglementaires, bien sûr, mais aussi des fonctionnalités qu'on essaye de faire d'optimiser. Donc, comme on le disait, la DSN, c'est permettre de fiabiliser des déclarations au plus près de leur émission, donc au plus proche de la paye, bien évidemment, dans un système qui est automatisé. Donc, un mode d'échange de données, on va appeler ça machine to machine, c'est-à-dire votre logiciel de paye qui va envoyer directement les déclarations mensuellement.
Voilà, c'est vraiment des données sécurisées. Ça permet également de détecter des incohérences pour lesquelles des corrections doivent être apportées. C'est-à-dire que déposer une DSN, en fait, il y a des contrôles évidemment de constitution de cette déclaration, des contrôles de forme, et qui justement sont contrôlés par un système informatique pour savoir si votre DSN est conforme ou non conforme. Et donc, avec des retours automatisés pour permettre de modifier dans la déclaration ce qui pourrait pécher. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir des gains de gestion et de productivité pour les organismes sociaux qu'on représente, bien sûr, mais également pour les employeurs. C'est-à-dire un échange finalement gagnant-gagnant pour cette déclaration, pour nous et pardon, j'ai perdu le fil du document, pour nous, mais également pour les employeurs. C'est vraiment l'objectif de ce portail déclaratif. Donc, une simplification pour les employeurs, une seule déclaration pour remplir l'ensemble de leurs obligations sociales, et également un gain de productivité pour nous aussi, pour les organismes sociaux, pour calculer au plus vite les droits et prestations pour tout le monde. Voilà, ça c'était la présentation générale de la DSN. Je ne sais pas s'il y a eu quelques questions. Je vais donner, je pense, la parole à Didier. Peut-être pour apporter quelques éléments. Quand on n'appuie pas sur le bon bouton pour ouvrir le micro, on n'arrive pas à vous parler. Je vous prie de m'excuser. Oui, alors deux types de questions un peu particulières qui ont été déjà posées. La première, et je l'en remercie, par un intégrateur et un éditeur de logiciels de Mayotte qui a des questions particulières, et je l'invite à prendre contact avec les services du GIE pour pouvoir avoir des réponses très techniques et très précises, et surtout exclusivement destinées à Mayotte, puisque la situation est particulière sur ce territoire. D'autres questions sur la simplicité du passage, effectivement, et sur le fait que le paramétrage, et on va revenir dessus, vous allez voir les outils qu'on va vous proposer dans les slides suivantes, des outils qui vont vous permettre d'aller de la façon la plus zen possible vers ce passage avec une certitude aujourd'hui, puisque des dizaines de millions de lignes de salaire passent déjà tous les mois du régime général par la DSN. Les gains de productivité et de simplification sont vraiment obtenus par tous, plus ou moins importants selon la difficulté et la simplicité de votre plan de paye. Et puis toute une série d'autres questions, mais dont beaucoup de réponses sont portées dans les slides suivants. Donc je préfère laisser les slides être présentés et M. Le Pardo dérouler sa présentation, parce que vous allez vous apercevoir que beaucoup de questions que vous posez vont trouver une réponse. Et puis on a la chance d'avoir un intervenant de la DGFiP avec nous, donc vous allez avoir des réponses particulièrement précises sur le pass et sur ces éléments-là. Merci Didier pour cette intervention. Je vais me permettre du coup de continuer cette présentation où c'est vrai que certaines réponses à vos questions, je pense, sont contenues dans les documents. Voilà, je vais poursuivre. Donc, on va découvrir un peu plus la DSN en détail, même si on va rester sur des grandes généralités, mais j'espère qu'on va pouvoir avoir quelques réponses pour vous. Donc, la DSN, projet commun construit avec un ensemble d'acteurs, bien sûr, le JPMDS, bien entendu, qui lui est là pour organiser la mutualisation et les moyens des différents groupes de protection sociale pour la mise en place opérationnelle de la DSN pour tout cet ensemble, des ateliers de travail qui sont bien sûr organisés avec les éditeurs et les représentants des employeurs et des comptables. Donc là, je vous passe tous les acronymes qui vont avec, mais voilà, il y a quand même des groupes de travail qui suivent ça de très très près, et des instances bien sûr
qui se tiennent régulièrement avec des représentants d'organismes de protection sociale, la Caisse des dépôts et consignations, la COS, la DGFiP et les fédérations d'organismes complémentaires. Voilà, c'est finalement tout un assemblage qui permet de faire évoluer cette DSN et de faire en sorte qu'elle fonctionne pour tout le territoire. Donc la déclaration nominative repose sur 4 grands principes. On a bien dit tout à l'heure qu'il s'agissait de la dernière étape du traitement de la paye. C'est vrai, c'est au plus proche finalement de la réalité. C'est le reflet de la situation d'un agent. Là, on va utiliser des termes un peu plus fonction publique. On pourrait aussi appeler un salarié dans le privé. Au moment où la paie est réalisée, c'est réellement un sous-produit de la paye, complet, et qui est généré par un logiciel de paye qui doit être compatible avec la DSN. Donc, effectivement, il faut avoir un éditeur de logiciel qui permette cette fonction, sachant que c'est quand même le cas de la grande majorité. Alors, un élément très important quand même, c'est que la DSN, quand on dit qu'elle est réalisée au niveau du SIRET qui gère l'agent, là, on est en train de parler d'établissement. Ça se fait à la maille établissement, sachant que le lieu de travail n'est pas forcément la maille déclarative. Ça peut être autre chose. Mais ce qui est très, très important quand même, c'est que la DSN est vraiment réalisée à la maille établissement. Donc, ce qu'on appelle le SIRET. Une DSN, c'est transmis mensuellement, parce que les organismes, évidemment, de protection sociale en ont besoin pour remplir leur mission, à des échéances qui peuvent être différentes selon la nature du déclarant. C'est-à-dire que si je suis mensualisé pour les établissements mensualisés de plus de 50 agents, là, ça va être le 5 du mois suivant midi au plus tard pour le dépôt de la DSN. Le 15 du mois pour tous les autres. Alors, les dates de dépôt qu'on met, le 5 midi et le 15 midi, évidemment, il vaut mieux essayer de faire sa DSN, de déposer sa DSN un petit peu avant et de pas attendre de tout dernier moment. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. D'une part, parce que les serveurs seront un peu moins encombrés, et d'autre part, justement, avec les systèmes de retour d'informations, il y a une possibilité d'annuler en place, on va en parler tout à l'heure, qui peut être mise en œuvre, mais pas évidemment si on dépose au tout dernier moment. Donc, ces fameux messages de retour DSN sur un tableau de bord unique est très, très utile puisque la DSN, on vous le disait tout à l'heure, passe certains contrôles de forme et si ces contrôles de forme ne sont pas de qualité suffisante, il y a un retour vers l'employeur pour qu'il apporte des modifications dans sa DSN et des corrections pour que ça passe, soit pour celle du mois, évidemment pour les suivantes. Donc, d'où l'intérêt de ne pas déposer au tout dernier moment. Voilà. Le circuit de la DSN, si on essaie de le simplifier et de le schématiser, voilà, vous avez le déclarant qui fait sa paye et qui établit le fichier DSN, le logiciel le fait, avec une possibilité pour le déclarant de tester la qualité de sa déclaration. En fait, DSN Val, ce que vous voyez sur la partie droite, c'est un petit logiciel à charger qui permet de tester directement chez l'employeur la qualité de sa DSN et pour corriger des éventuels blocages qui pourraient se produire quand on dépose la vraie. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Et donc, ça peut être très, très utile pour le dépôt de la vraie DSN, donc qui se passe sur le milieu du schéma en deux, où le déclarant va s'identifier et déposer sa DSN sur le portail Net Entreprise, avec évidemment le fameux contrôle qu'on voit sur la partie gauche avec le tableau de bord. Et donc, s'il y a des contrôles de forme qui ne passent pas, le déclarant en est informé tout de suite avec les modifications à apporter. Maintenant, si la DSN est bonne et qu'elle passe ce portail de contrôle, elle est transmise aux différents organismes de protection sociale, donc URSSAF, Caisse des dépôts, CPAM, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ils sont nombreux. Et ces organismes vont adresser ce qu'on appelle un CRM, un compte-rendu métier, sur le tableau de bord donc individualisé du déclarant, pour leur faire part des différents contrôles qui sont opérés au niveau des organismes de protection sociale. Donc des contrôles à la fois sur le calcul des cotisations et sur les qualités de déclaration.
Donc un système quand même assez unitaire sur le sujet. Donc l'objectif de cette DSN, elle vise quand même à remplacer plus de 40 procédures et de déclarations sociales françaises, donc périodiques ou événementielles. Donc c'est vrai que c'est quand même un enjeu majeur de simplification. Elle porte sur le mois principal déclaré précédent, c'est-à-dire que, par exemple, si je voulais déclarer ma DSN du mois de mars, il faudrait que je le fasse avant le 5 avril si j'ai plus de 50 agents ou avant le 15 avril dans les autres cas. Donc c'est un échange en plus qui peut s'effectuer de deux façons. Donc directement depuis le tableau de bord en upload, c'est-à-dire que le dépôt est manuel, ou en transmission directe du logiciel à l'application DSN, donc API. Je ne vais pas vous faire le détail de ce que ça veut dire, mais c'est application programming interface, tout ça pour dire que c'est de machine to machine, ce qui est quand même le module qui est le plus utilisé. Cette DSN est bien établie, évidemment, à partir des données de la paye, et donc avec cette échéance du 15 ou du 5 ou du 15 à midi, sauf pour la DSN annulaire en place, on va l'aborder juste après, qui permet, si vous voulez, de redéposer une DSN qui serait perfectible. D'où l'intérêt de ne pas déposer au dernier moment, comme on le disait tout à l'heure. Alors, la DSN donc repose sur la transmission de deux types de données. Les informations mensuelles issues de la paie au sens large, c'est ce qu'on a vu juste avant, et prochainement, les signalements d'événements, c'est-à-dire les arrêts maladie, accidents du travail qui concernent l'assurance maladie, ou des reprises du travail et des signalements de fin de contrat qui concernent aussi également Pôle emploi. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être développé aussi dans ce cadre. Ce que je vous disais, que des contrôles sont effectués au moment du dépôt, donc des contrôles bloquants, contrôle de forme, où là la DSN ne peut pas être déposée parce que dans ses paramétrages, il y a trop d'anomalies qui ne permettent pas son exploitation, et des contrôles non bloquants, où là, cette fois, la DSN déposée est acceptée puisqu'elle passe les contrôles de forme, mais des notifications d'erreur sont quand même renvoyées au déclarant pour corriger des anomalies dans le cadre soit de cette DSN déposée, avec une annulaire en place qui reste possible si on est avant le 5 ou le 15, ou alors dans les futurs DSN. Donc, toujours sur le tableau de bord. Alors, la DSN, on a ajouté, pour permettre à la fonction publique d'intégrer ce dispositif, on a ajouté à la norme DSN les spécificités de la fonction publique. Donc, pour retranscrire certaines spécificités de catégorie d'emploi et également de situation juridique. On a intégré la notion de contrat, qui est la relation en fait employeur-agent, la déclaration des quotités de travail entre fonctionnaires et contractuels, la gestion des détachements. L'objectif n'était pas de redéfinir un nouveau système déclaratif pour la fonction publique, mais bien d'utiliser un vecteur commun à la fois pour le privé et la fonction publique, mais en y intégrant les spécificités de la fonction publique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'objectif n'était justement pas de faire deux systèmes, mais un seul qui soit commun. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la façon générale, en tout cas, dont fonctionne la DSN. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions en cours de route. Je pense que oui. Et il y a quelques éléments. Oui, alors il y en a une question que j'adore de Madame Lefebvre, et je vous remercie de l'avoir posée, qui est, si j'ai bien compris, la DSN, c'est comme la DASU N4DS, non plus annuellement, mais mensuellement. Alors, l'idée n'est pas que la DSN soit une DASU mensuelle, pour la bonne et simple raison, c'est que la DASU servait à rendre nominatif l'ensemble des cotisations qui avaient été versées dans l'année. Or là, la DSN remplace à la fois la DUX, c'est-à-dire qu'elle emporte les cotisations et elle ouvre les droits, mais en plus, elle est nominative et mensuelle, donc elle évite d'avoir à repréciser en fin d'année pour qui étaient destinées les cotisations qui ont été versées en individuel ou en agrégé, sur des assiettes ou pas, tout au long de l'année. Alors, tout ce système-là ne change pas, bien évidemment, mais comme toutes les données sont transmises mensuellement, nominativement, c'est-à-dire contemporaines et identifiables,
il n'y a pas besoin de refaire une DASU. Donc, plutôt que de dire on va passer à une DASU mensuelle, c'est-à-dire qu'on va faire 12 DASU, je préfère vous dire qu'au lieu de passer votre baccalauréat en fin d'année, vous allez avoir un contrôle continu tout au long de l'année. Et d'un seul coup, ça parle un petit peu différemment, c'est qu'effectivement, on enregistre toutes les données tout au long de l'année et le diplôme est obtenu à la fin de l'année sans avoir à passer un examen particulier. Je ne sais pas si l'image est très parlante pour vous, mais pour moi, effectivement, ce sont des éléments qui sont parlants. Donc, quand on dit DSN, déclaration sociale nominative, c'est peut-être aussi un petit abus de langage. En réalité, ce n'est pas une déclaration, comme vous le présente depuis tout à l'heure Monsieur Le Prado et mes collègues des organismes. C'est effectivement une modification dans le mode de fonctionnement et non plus une déclaration. Puisqu'en soi, comme vous disiez, c'est la suite logique de la paye. En réalité, on peut même aller jusqu'à dire quand la paye est juste, la DSN est juste. Quand la paye est faite, la DSN est prête. Alors, ça fait un peu slogan, mais vous allez voir que, comme pour le régime général, ceux qui sont aujourd'hui avec un paramétrage efficient et avec des données de qualité sur un plan de paye relativement simple, on est ce qu'on appelle en DSN presse-bouton. C'est-à-dire qu'il suffit simplement d'appuyer sur envoi pour que le fichier soit généré. Si vous êtes comme Madame Pinard, par exemple, qui est en module API sur Berger-Levrault, ça va passer directement de votre machine au concentrateur. Si vous n'êtes pas en mode API, vous avez le fichier qui est généré, il faut vous connecter à NetEntreprise ou à msa.fr en fonction du régime dont vous pouvez dépendre, et vous transmettez ce fichier, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous appuyez sur envoi, et ça transmet le fichier automatiquement. Après, j'ai pas vu les autres questions. Alors oui, effectivement, on revient sur un autre point important, mais peut-être que Madame Rambaud pourrait prendre la parole sur le sujet, sur la décorrélation entre la déclaration et le paiement de la cotisation, puisque vous posez la question sur le fait que votre collectivité règle les charges trimestriellement. Est-ce que la DSN va changer quelque chose ? Visiblement, on rencontre un tout petit souci de micro pour que Mme Rambaud. Non, ça y est. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà, je me connecte. Oui, bonjour à tous. Non, effectivement, si vous avez déjà opté pour l'option pour le versement trimestriel, la mise en place de la DSN ne va pas modifier cette échéance. Donc, normalement, vous continuerez à payer au trimestre comme précédemment. Effectivement, la déclaration, elle, sera mensuelle, mais le paiement pourra continuer à être trimestriel. Il n'y aura pas de changement. Alors, je reviens sur d'autres questions. Donc, si vous avez identifié d'autres questions, Mme Rambaud, dans le déroulé, n'hésitez pas à reprendre la parole. Peut-être juste oralement par rapport à la déclaration des travailleurs handicapés. Pour tout ce qui est le secteur public, il n'y a pas de changement. La déclaration de la DOTH n'a pas été intégrée à la DSN, contrairement au secteur public, privé, pardon, je ne confonds pas. Pour le secteur privé, effectivement, la DOTH a été intégrée à la DSN depuis janvier 2020. Pour tout ce qui est secteur public, la FIP-HFP continue à être compétente, donc vous devez continuer à déclarer et à régler éventuellement les cotisations directement à la FIP-HFP. Il n'y a pas de modification. Je vois qu'une personne, Mme Nasher, je crois, évoquait une date de 2023. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur ce transfert-là en 2023, donc je ne peux pas vous confirmer cette date. Mais aujourd'hui, non, il n'y a aucun changement au niveau de ces modalités déclaratives par la DOTH pour votre secteur. Voilà. Alors, après, beaucoup de questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure, hein, par écrit. Mais j'aimerais juste que vous preniez en compte le fait que la déclaration sociale nominative, c'est la photographie de la paye. Donc, quand vous vous posez la question de savoir quand impacter dans la déclaration sociale nominative un événement ou une situation que vous avez identifiée, il faut juste vous poser la question de savoir, enfin deux questions. La première, est-ce que ça touche les revenus de l'agent ou du salarié? Et si oui, bien évidemment, il faut immédiatement déclencher une procédure de mise en place de revenus de substitution ou de revenus complémentaires ou d'ouverture de droits.
bien évidemment. Et puis la deuxième question, c'est à partir de quand est-ce que c'est porté dans la paye? Si c'est porté dans la paye du mois où l'événement survient, bien évidemment, ce sera dans la DSN du mois concerné, pardon. Si c'est porté dans la paye du mois suivant, ce sera fait dans la déclaration sociale nominative du mois suivant. Avec une particularité, puisqu'on parle même de retour sur des années N-1, on a la possibilité dans la déclaration sociale nominative de faire porter ce qu'on appelle des blocs changements ou des blocs correctifs en leur affectant une date. C'est-à-dire qu'effectivement, on saura remonter dans les données que vous avez déjà publiées pour affecter la modification que vous soulignez, ou que vous signalez, pardon. C'était le même début, mais ce n'était pas la même fin, que vous signalez de façon à ce qu'on puisse recalculer tous les droits correctement pour l'individu pour qui vous faites ce rappel. Et autre particularité, quand une modification impacte plusieurs mois, vous devez, par exemple, un taux qui vient d'être porté à votre connaissance ou une modification dans le statut d'un agent, vous la prenez 4 mois après, ou alors simplement la décision est prise 4 mois après que sa mise en place a été faite, puisque certaines primes ou certaines modifications de statut peuvent prendre effet tout de suite et être validées dans les mois qui suivent. Vous devrez faire autant de blocs cotisation que de mois concernés, puisque comme je vous disais, on affecte la période, on ne peut pas affecter un trimestre. La période de la déclaration sociale nominative, c'est le mois. Donc si le correctif que vous amenez porte sur 3 mois, vous faites 3 blocs correctifs. Alors, tant que vous n'êtes pas devant, tant que vous n'êtes pas dans le paramétrage, ce que l'on vous présente, ce que l'on vous explique peut paraître légèrement abscon et voire même peut-être un peu angoissant. Vous allez vous apercevoir en réalité que oui, le temps de paramétrage peut être compliqué si vous avez un plan de paye compliqué, mais par contre, une fois qu'il est en place, les éléments ne sont apportés qu'une seule fois. Rappelez-vous simplement, quand vous faites pour les contractuels de droit privé une déclaration d'indemnité journalière arrêt maladie, on vous demande d'aller rechercher les 3 derniers mois de salaire et de remplir une déclaration complète. Aujourd'hui, le signalement d'événement arrêt maladie, c'est le NIR de l'agent, du salarié, pardon, la date d'arrêt, la date de début d'arrêt, la date de fin prévue et éventuellement le type de maladie. Et c'est tout. Et c'est tout puisque le système DSN va rechercher dans les enregistrements qui ont été faits auparavant les mois de salaire dont on a besoin. Alors, en même temps, ça ne peut fonctionner pour la sécurité sociale, l'arrêt maladie ou pour la fin de contrat de travail pour Pôle emploi, ça ne peut marcher qu'à partir du moment où vous avez transmis dans les déclarations sociales nominatives des éléments qui sont vraiment nécessaires à son calcul. Si vous avez besoin de 3 mois pour une DSIJ, on aura besoin de 3 DSN mensuels pour que vous puissiez faire des signalements d'événements arrêt maladie. Si pour l'attestation fin de contrat de travail, vous avez besoin de 12 mois, pour qu'elle soit substituée par la DSN, nous aurons besoin d'avoir 12 DSN mensuelles précédentes, de façon à avoir enregistré ces éléments. J'ai vu M. Villemont qui répondait à une question importante sur Passero et Pass, donc si vous voulez remonter sur scène et nous apporter un complément et être plus précis sur cet élément relatif à Passero, à Pass et à la DSN, si tant est que là, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Oui, c'était la question relative au double dépôt. Est-ce qu'on dépose une déclaration DSN et une Passero? Surtout pas. Il faut déposer une seule déclaration, sinon il y a une qui tombera en anomalie et là, le service sera obligé de vous recontacter et faire des traitements. Donc, il faut déposer absolument une seule déclaration, soit une Passero, soit une DSN, mais une seule. J'ai vu aussi passer une question sur les services des finances publiques, les comptables qui demandaient de manière très rapide les payes qui vous mettaient en difficulté. C'est une question qui nous est remontée à la Direction générale des finances publiques. Nous sommes en train de regarder avec le réseau et tous les comptables pour voir comment on peut assouplir cette demande qui vous permette quand même de déposer vos déclarations de manière la plus confortable possible. C'est une question qui nous est remontée et je vous passerai une réponse si d'aventure, d'ici la fin de la journée, j'ai quelque chose. Mais c'est bien pris en compte sur ce volet-là.
Je viens de voir passer deux questions qui sont vraiment importantes. Une de Madame Laurent, qui dit donc à la fin d'un contrat de CDD, il n'y aura plus d'attestation Pôle emploi à faire. Alors pour le moment et pour un long moment, bien sûr que si, pour une bonne et simple raison, c'est que l'attestation que vous remettez aux salariés, c'est une disposition du droit du travail qui n'a rien à voir avec le droit social, et que le droit du travail impose que vous remettiez aux salariés les éléments. Et alors la petite précision auquel peu de monde fait attention et pourtant qui est absolument importante, sans délai. C'est-à-dire que ça doit être publié et ça doit être édité et remis aux salariés son dernier jour d'activité, tout comme effectivement le bulletin de paye doit être édité le jour du versement du salaire. Sur les périodes de... Je réinsiste sur ce que disait Monsieur Lefrado sur les dates butoirs. Les dates d'échéance du 5 et du 15 sont les dates maximum auxquelles votre déclaration sociale nominative aura dû être déposée. Si vous partez en congé au mois de juillet ou au mois d'août, ce que je vous souhaite à tous, ce que je nous souhaite à tous, vous dites, mais moi je vais partir 3 semaines, ça va tomber pendant l'échéance. Bien évidemment, le 5 et le 15, je serai parti. Quand je peux faire la DSN du mois de juin que vous devez déposer le 5 juillet. Si vous êtes parti en congé, vous pouvez la déposer à partir du 6 juin. C'est-à-dire que là, avant de partir en congé, vous allez préparer la paye. La paye va être faite. Rien ne vous empêche de la déposer entre le premier jour qui suit l'échéance précédente et le jour d'échéance. En l'illustrant, la paye du mois de juillet que vous deviez déposer au 5 août, rien ne vous empêche de la déposer le 20 juillet. Et effectivement, elle ne sera considérée comme définitive qu'à sa date d'échéance, mais vous pouvez effectivement envoyer des éléments dans le système DSN à partir du premier jour qui suit l'échéance précédente. Pour ce qui est des retours, pour ce qui est des comptes rendus métiers, on peut avoir effectivement ou avoir eu quelques difficultés de retour. Alors, Monsieur Villemont, vous pouvez peut-être revenir pour préciser la durée de validité du taux qui a été transmis sur un compte rendu qui revient dans Passero ou sur un compte rendu qui revient, mais il n'y a pas d'urgence à avoir une modification impérative d'un mois sur l'autre, si tant est que vous ayez le compte rendu et le taux de passe pour une personne. Monsieur Villemont, je vous laisse la parole. Oui, alors, on passe à la DSN, mais il faut garder à l'esprit que tout ce qui était valable pour le Passero, l'est en DSN. On a toujours des validités de taux de 2 mois. C'est la loi qui le fixe, donc ça n'a pas évolué par rapport au Passero. Après, si la collectivité le souhaite, on peut toujours faire des appels de taux, mais la validité de 2 mois a été prévue justement pour pouvoir pallier les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, rien ne change par rapport à la période Passero que vous avez dû connaître. Alors, j'ai remarqué que Madame de Fressine essayait de me piéger avec sa question, est-ce qu'on peut déposer une DSN concernant la paye de juillet sur juillet et une DSN pour les payes d'août sur juillet? Généralement, l'été, on nous demande les payes assez tôt. Oui, donc comme vous le disiez, Monsieur Villemont, des instructions ont été données par les ministères des Finances, par les MINEFI, pour demander à décaler au mieux, en fonction des capacités de chaque trésorerie, de décaler au mieux les dates d'exigibilité des éléments de la paye. Donc, bien évidemment, on est, je vous disais, dans 2 sujets. Le premier, c'est que vous devez impérativement déposer une DSN chaque période de 30 jours. Mais je vous rappelle que la loi vous impose de faire une paye chaque 30 jours. C'est pas quelque chose qui est soumis à la volonté. Et si on a pu, dans quelques cas, voir passer ce qu'on a pu appeler des décalages de paye, ce sont simplement des souplesses hors la loi. Vous n'êtes pas dans le cadre de la loi. La loi vous impose d'établir une rémunération et une fiche de paye. Alors, pas forcément de l'imprimer, puisque la dématérialisation de la fiche de paye est active depuis juillet 2018. Mais par contre, vous devez impérativement faire tourner la paye une fois tous les 30 jours et éditer les bulletins de paye une fois tous les 30 jours et donc virer les revenus une fois tous les 30 jours. Donc, quand vous me posez la question sur la paye de juillet, vous pouvez la déposer entre le 5 juillet et
alors, la paye de juillet, vous devez la déposer en août. Là, la paye que vous devez déposer en juillet, c'est celle de juin. Donc, la paye de juin, vous pouvez la déposer à partir du 5 juin, jusqu'au 5 juillet. Et la paye de juillet que vous auriez dû déposer en août, vous pouvez la déposer entre le 6 juillet et le 5 août. Donc, effectivement, si vous déposez la DSN de juillet, celle qui est attendue en juillet, qui porte sur les payes du mois de juin avant le 5, vous êtes dans les clous, avant le 5 juillet. Et si vous déposez la paye du mois de juillet attendue au 5 août, si vous la déposez avant le 30 juillet, vous êtes dans les clous aussi, puisque vous êtes après cette date-là. Donc, on met à disposition sur Net Entreprise un petit, non pas calendrier, mais une petite barre d'échéance qui vous permet de calculer à quel moment vous pouvez déposer. Mais donc, en juillet, vous pouvez déposer 2 fichiers DSN différents, sachant que le premier doit être déposé avant l'échéance du 5 ou du 15, et que la seconde doit être déposée après l'échéance du 6 ou du 16, de façon à pouvoir être enregistrée comme étant 2 DSN différentes. Et Monsieur Caron, non, le compte-rendu métier aujourd'hui que vous recevez en Passereau n'a pas le même format que celui que vous recevez en DSN. Pour la bonne et simple raison, c'est que même si c'est la même norme, NeoDes, le format Passereau est un format dégradé par rapport à la DSN qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus complexe aussi dans son contenu. Donc, effectivement, le CRM peut changer. Par contre, le mode de retour de CRM et son mode d'injection dans votre logiciel de paye ne doit pas changer. Alors, le contenu, oui, peut changer, la forme peut changer, le mode d'utilisation et le mode d'injection, lui, ne changera pas. Et d'ailleurs, vous verrez que les comptes rendus métiers viennent non seulement de la DGFiP, comme ça venait pour Passereau, mais vous en aurez qui viendront de l'assurance maladie, d'autres qui viendront éventuellement de Pôle emploi, d'autres qui viendront de l'URSSAF, bien évidemment, de façon à pouvoir identifier soit des éléments nominatifs, soit des éléments financiers. Monsieur Baudet, qui termine la paye aux alentours du 15 du mois pour un établissement de 2700 salariés. Le 15 du mois, si c'est le 15 du mois en cours, vous pourrez parfaitement le déposer puisque vous serez après l'échéance du 6, puisque de plus de 1000 salariés, vous êtes à l'échéance du 5. Vous pourrez le faire, la déposer entre le 6 et le 5 du mois suivant, ce qui fait que vous êtes tout à fait dans les clous et que vous avez la même capacité qu'aujourd'hui. Clairement, c'est au moment du paramétrage et au moment de la mise en place de la DSN qu'une question peut se poser de ce type-là, parce que après, comme vous êtes, comme je disais de toute façon, sur cette période obligatoire de 30 jours, qui vous oblige de faire tourner la paye tous les 30 jours. Ensuite, une fois que la première échéance est respectée, sauf problème technique, je ne vais pas vous dire que demain, on ne peut pas avoir, on a eu par exemple, quand il y a eu les grandes tempêtes, on avait les territoires ultramarins qui ne pouvaient pas techniquement, puisque on passait par des câbles sous-marins, ne pouvaient pas techniquement nous envoyer les éléments relatifs au DSN pour le régime général. Bien évidemment, on s'est adapté à ces conditions bien particulières. Donc, sauf conditions particulières, à partir du moment où la première DSN, vous êtes dans un rythme mensualisé de DSN relativement simple, la transmission aux trésoreries pour établir les payes dans la réalité, l'aller-retour avec la trésorerie et sa mise en place chez vous, on est normalement largement dans les clous et même si ça peut poser beaucoup de questions au départ, dans la réalité, vous allez voir qu'on peut se retrouver dans des situations beaucoup moins inquiétantes. Et donc, Madame Tavernier, je reviens sur la question que j'avais posée. Oui, vous devez obligatoirement faire les attestations Pôle emploi qui sont rendues obligatoires par le Code du travail. Le Code du travail impose, le droit du travail impose que vous remettiez au salarié qui a une fin de contrat de travail, que vous lui remettiez tous les éléments, tous les documents relatifs à cette fin de contrat de travail, le dernier jour travaillé. Alors, ça peut, dans certains cas, bien évidemment, il y a une souplesse de peut-être 2 ou 3 jours qui peut se mettre en place, mais s'il l'exige, il est parfaitement dans son droit que de demander de l'avoir le dernier jour travaillé. Et Madame Rue, merci de votre question aussi. Vous ne pouvez pas rentrer en DSN en cours d'année. Monsieur Vion pourrait vous le confirmer. La DSN emporte le prélèvement à la source et on a besoin d'un seul et unique vecteur
de transfert de l'information sur le revenu pour justement calculer le PAS et le prélever. Donc, l'entrée se fait au 1er janvier. Et en plus, pour se substituer, c'est aussi une question pratique, pour substituer avec les éléments qui sont comme la DASU, qui sont retirés, on a besoin d'avoir 12 déclarations sociales nominatives consécutives avant de pouvoir les retirer. Donc effectivement, on est dans ce cas-là. Mais vous allez voir que dans la dernière partie de la présentation que va vous faire Monsieur Lepocro, on a Monsieur Antoine Lepocro, c'est l'animateur du comité régional Île-de-France et je confonds les noms des deux. Je vous prie de m'en excuser. Que vous faire Antoine Le Prado. Beaucoup d'éléments sont repris et surtout, vous allez voir dès maintenant que des liens qui vous dirigent vers les documents qui sont mis à votre disposition pour répondre aux premières questions que vous vous posez, sont accessibles dans ce document. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Si vous ne pouvez pas le télécharger, il sera accessible dans quelques jours, le support, sur Net Entreprise, dans la partie « Nous contacter », dans la partie « Les comités régionaux », dans la partie « Les rencontres extra ». Vous aurez effectivement ce support que vous pourrez prendre. Les liens fonctionnent et vous permettent d'accéder directement aux documents. Donc, j'ai vu que M. Le Prado avait réouvert son micro, donc il est prêt à prendre la suite et je vous en remercie. Merci, je vais poursuivre et en espérant que les documents suivants vont permettre de répondre à quelques questions, bien sûr. Donc, l'appropriation de la DSN va être progressive, évidemment, et des outils sont prévus, heureusement d'ailleurs, pour l'accompagnement. Alors, des outils dématérialisés, principalement, hein, surtout en ce moment. Mais voilà, on va commencer à la détailler. Donc, la page déjà du site Net Entreprise dédié à la fonction publique a été créée pour justement pouvoir vous apporter le maximum d'informations qui vous concernent directement pour ce passage en DSN pour la fonction publique. Alors, déjà un lexique qui permet d'avoir des correspondances entre privé et public, pour qu'on utilise une terminologie qui soit finalement adaptée à vous aussi. On a chacun notre sémantique. Et c'est vrai qu'un salaire, c'est un traitement. Un contrat, c'est une relation employeur-agent. Voilà, il y a sous ce lexique-là qui va vous permettre de pouvoir gérer au mieux cette DSN. Donc, un lexique, une base de connaissances. Et ça, c'est extrêmement important, qui centralise des fiches consignes pour la codification de la DSN, donc rien qu'une quarantaine déjà spécifiques à la fonction publique, donc vraiment adapté, je dirais, à votre besoin. Alors, on rappelle également que vous pouvez créer, et on vous invite à le faire, un espace personnel. Pardon, je reviens sur la slide précédente, pour vous abonner à en recevoir les actualités. Ça peut être utile après, j'irai un peu plus dans l'avenir. Donc, ce que je vous disais, un guide de démarrage spécifique fonction publique, avec il y a des liens qui sont sur ce document que vous pouvez donc télécharger, comme vous l'a rappelé Monsieur Kuhn, ou alors même qui vous sera accessible directement sur le portail Net Entreprise dans quelques jours. Tous les liens seront actifs. Donc, ce guide de démarrage pour les grands principes de la DSN qu'on a déjà un peu abordé ce matin, les étapes d'un bon démarrage qu'on va aborder un petit peu après, on va les détailler un peu plus, et des éléments d'accompagnement, donc principalement sur des fiches de codification pour la DSN. Il y a également de prévu un module de formation au niveau sensibilisation, c'est-à-dire que là, on va être à une étape supérieure à celle de ce matin. On va vraiment entrer un petit peu plus dans le dur de la DSN. Donc, pour reprendre de manière plus détaillée les éléments du guide de démarrage, et c'est aussi quelque chose qui nous a servi déjà dans des présentations précédentes. Également, ce qu'on appelle des MOOC, c'est-à-dire finalement si je dois traduire en français, des cours sur Internet, donc des outils d'e-learning, des mini-clips fondés sur des cas concrets de paye pour pouvoir justement détailler correctement la codification à apporter dans certaines situations spécifiques. Donc tout ça existe sur le portail et mis à jour régulièrement en plus. Donc c'est vraiment spécifique. Pour la fonction publique, il y a un effort particulier qui a été fait par le JPNDS.
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, les termes qui sont utilisés dans la norme DSN sont ceux du privé. Le privé a démarré en 2017 et plutôt que de révolutionner tout et de refaire deux déclarations spécifiques, une fonction publique, une privée, était plutôt fait le choix de garder un même vecteur. Donc, le lexique dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est un salarié, c'est un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, ça s'appliquera donc à l'administration ou l'organisme public. Le traitement, enfin le salaire correspond au traitement et le contrat, la relation employeur-agent. Ce ne sont que des exemples, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais c'est pour dire que voilà, on va utiliser le même vecteur et avec le langage en fait qui est approprié à la fonction publique pour justement que la simplification se fasse de la meilleure façon possible. Le cercle vertueux de la DSN, oui, bien sûr, puisque l'objectif étant de faire un échange gagnant-gagnant pour tous, alors il faut évidemment que tout soit, comment dire, bien mis à plat avant les premières déclarations. Extrêmement important, déterminer les SIRET qui seront donc déclarés, donc les responsables de la paix en particulier qui sont visés par ça. C'est extrêmement important puisque ce sont les établissements sur lesquels seront rattachées les déclarations des individus. Alors, ça nécessite du coup de contrôler que les SIRET déclaraient les lieux de travail, bien sûr, de chacun, de contrôler aussi les données nominatives qui figurent dans les DSN et un élément très important qui est le numéro d'inscription au répertoire, enfin qu'on appelle aussi le numéro de sécurité sociale, tout simplement, qui doit être certifié parce que il est extrêmement important que les individus soient parfaitement identifiés puisque la DSN véhicule évidemment des données, mais des droits. Elle va être porteuse également de droits qui vont être calculés par les différents organismes. Et il faut impérativement que ces droits soient calculés pour les bons individus. Et la meilleure façon de les identifier, c'est de toute façon ce numéro d'inscription au répertoire qui est complètement essentiel. Et donc, il y a des éléments qui vont vous permettre de les vérifier et donc de les certifiés. Ce qu'on disait tout à l'heure, contrôler en amont du dépôt vos DSN et leur qualité directement avec le logiciel DSN-Val, qui est donc une sorte de logiciel de test à télécharger et qui vous permet de contrôler avant dépôt vos DSN et également la DSN, le fichier de paramétrage des organismes complémentaires. Voilà, pour bien paramétrer vos DSN pour les bons destinataires. Ce que vous disait M. Kuhn tout à l'heure, extrêmement important aussi de consulter les comptes rendus métiers financiers, comptes rendus métiers nominatifs adressés par les différents organismes de protection sociale. C'est effectivement ces comptes rendus métiers qui vont permettre de fiabiliser et d'améliorer la qualité des DSN déposés et d'avoir le bout de ce cercle vertueux, ce que disait M. Kuhn, c'est tout à fait ça, c'est que si vos payes sont extrêmement bien faites, vos DSN sont de fait extrêmement bien faites, on est sur la DSN presse-bouton, c'est tout à fait ça, les données sont parfaites, les DSN sont parfaites, tout simplement. Voilà pourquoi on appelle ça le cercle vertueux de la DSN. C'est quelque chose qui va nécessiter sans doute, oui, un investissement de départ, évidemment de cartographie en particulier, mais qui derrière va apporter une plus-value à tous, et également aux déclarants, évidemment. Alors, les différentes étapes de l'entrée en ADSN, c'est déterminer les SIRET qui seront déclarés, donc les établissements qui porteront les déclarations, parce que la DSN est à la maille établissement. Donc, il est impératif, le terme est important, de définir quels SIRET seront déclarés. Et il est préconisé, à l'usage finalement, d'utiliser le SIRET responsable de la paix de l'agent, qui peut être donc différent du lieu de travail de l'agent, sauf erreur. Alors, ça impose en amont de contrôler les SIRET déclarés, les lieux de travail. Il y a un service qui existe justement sur le portail Net Entreprise, qui est DSN Contrôle SIRET, qui vous permettra de récupérer la liste des SIRET non reconnus dans le dispositif DSN pour procéder à la mise à niveau
du système en amont des transmissions, c'est-à-dire s'assurer que les établissements sont connus au niveau du portail en amont de votre déclaration. Comme ça, vous êtes certain qu'il n'y aura pas de rejet à ce niveau-là. Donc, il y a une fiche consigne, bien sûr, qui existe pour ça, et une page DSN de contrôle de ces sirettes, donc de ces établissements. Quand on dit vérifier les NIR de vos individus, donc c'est effectivement le numéro de sécurité sociale qui peut être en anomalie, un numéro provisoire, enfin un numéro incomplet plus exactement. Donc là, ce sont vos salariés aussi qui doivent réaliser les démarches nécessaires auprès de leur caisse d'assurance maladie, leur caisse primaire, et vous informer en tant qu'employeur de la fiabilisation de ces numéros. C'est vraiment essentiel, puisque c'est ce qui va conditionner aussi l'attribution des droits aux bons individus. C'est extrêmement important pour la DSN. Les outils d'autocontrôle du fichier DSN, donc on en a parlé juste avant, DSN-VAL et DSN-FOC, pour permettre de contrôler la qualité de vos déclarations en amont du dépôt réel. Les consultations de compte rendu métier, on en parle beaucoup, qui sont renvoyées par les différents organismes à réception des DSN, qui établissent des bilans d'anomalies détectées pour que vous puissiez effectuer toutes les modifications nécessaires. Alors, donc, en déposant une DSN annulaire en place, et là, ça suppose évidemment de ne pas la déposer au tout dernier moment, donc le 5 ou le 15, mais bien du mois suivant, mais en amont, pour avoir le temps de prendre en compte ces comptes rendus métiers et d'effectuer une DSN annulaire en place. Donc, dans la mesure du possible, déposer vraiment avant, avant le 5 ou le 15. Donc, on revient d'ailleurs sur ces dates régulièrement, vous voyez, on précise bien au plus tard le, mais M. Cud a insisté sur ce point, il a complètement raison, on peut déposer une DSN en avance pour justement pouvoir après utiliser la fonction annulaire en place le plus facilement possible. Après une échéance du 5 ou du 15 midi, il devient impossible d'effectuer une annulation annulaire en place. Dans ce cas-là, s'il y a une correction à apporter sur la DSN du mois M, ces corrections ne peuvent intervenir que sur la DSN suivante ou celle d'encore après ou celle d'encore après. Voilà, vous voyez donc ultérieurement, et dans ce cas, on va utiliser des blocs, ce qu'on appelle des blocs de régularisation, et là on rentre dans le fonctionnement technique de la DSN avec ses structures et ses segments. Il y a évidemment des fiches consignes qui permettent de les codifier, mais on sera dans la correction, on ne sera plus dans l'annulaire en place. Évidemment, toute déclaration initiale postérieure au 5 ou au 15 du mois suivant est donc considérée comme tardive, puisque là, on est sur une déclaration initiale qui doit impérativement arriver avant le 5 ou le 15. Au-delà, on va être sur une déclaration tardive. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le calendrier de fonctionnement de la DSN mensuelle. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez en cas d'erreur et selon l'attitude d'anomalie, des contrôles peuvent se déclencher au moment du dépôt, des contrôles bloquants ou non bloquants. Donc les contrôles bloquants étant quand même impérativement, il est impératif de corriger pour pouvoir déposer, puisque des rectifications sont nécessaires avant d'opérer un nouveau dépôt. Donc il ne faut vraiment pas être trop proche de la date du 5 ou du 15. Je dirais en particulier sur les premières DSN, puisque c'est là où on débute sur ce nouveau dispositif. Des contrôles non bloquants, où la DSN est déposée et acceptée, elle passe les contrôles de forme, mais des notifications d'erreur quand même invitent à corriger les anomalies qui sont remontées, voire à redéposer une nouvelle DSN en annulaire en place, pour justement fiabiliser encore plus la première. Mais encore une fois, il faut se laisser le temps avant le 5 ou le 15, donc avoir déposé l'initiale suffisamment tôt. Alors, donc pour chaque dépôt, puisque en fait, dès que
la DSN va être admise par le portail, il y a un certain nombre d'éléments formels hein, qui vont tourner autour, justement pour vous en tant qu'employeur aussi, d'avoir des preuves quelque part de l'ensemble du dispositif. Un accusé d'enregistrement électronique, donc il va prouver que les exigences de caractéristiques techniques voilà, sont bien remplies, hein, donc que votre DSN correspond bien à ce qui est attendu, et qu'un fichier a bien été réceptionné et qui a passé avec succès donc les pré-contrôles, donc avant transmission aux organismes de protection sociale, et qui peut être exploité par le système DSN. Un avis de rejet hein, qui formaliserait que la déclaration est incorrecte et qui ne sera pas transmise aux organismes, à contrario, bien évidemment, et qu'elle est donc à refaire. Donc vous avez soit l'accusé de réception comme quoi tout est correct, ou un avis de rejet. Et enfin, un certificat des certificats de conformité, donc en rapport produit hein, au niveau de l'envoi, et qui est la condition nécessaire hein, pour la transmission à certains organismes destinataires. Voilà, c'est que la conformité de votre DSN est également prouvée pour transmission à l'ensemble des acteurs. Donc des différents éléments d'accusé-réception qui vous permettent d'avoir certaines certitudes. Alors, les gains, ben oui, parlons-en un petit peu quand même, hein, les premiers gains de la DSN. Donc depuis janvier 2020, la DSN remplace pour la fonction publique à partir du 1er janvier 2020, je précise quand même, la déclaration automatisée des ADSU hein, pour les cotisations de retraite qui étaient jusqu'à présent envoyées quand même à 3 fonds hein, gérés par la Caisse des dépôts et consignations, donc les Contex, CNACL, RAFP. Elle va remplacer également la déclaration unifiée de cotisation sociale, la fameuse DUX, hein, pour le volet URSSAF, et donc les informations relatives au prélèvement à la source. Hein, voilà, et utilise également pour le bon remplissage, comme on dit, de la déclaration pré-remplie de la DGFIP. Enfin, le remplacement de déclaration vers des organismes complémentaires hein, pour les déclarants qui peuvent et le souhaitent. Et à terme, bien sûr, l'objectif, hein, c'est que la DADSU et la DUX vont disparaître définitivement dès que les obligations d'entrée en fonction publique en DSN, fixées par décret, bien sûr, seront passées. Hein, la simplification, elle doit permettre justement d'abandonner des multiples canaux déclaratifs et de ne rester que sur un seul et qui soit unique et pour l'ensemble. Voilà. Donc, on précise quand même que c'est des petites questions qui sont relatives à la disparition de ces déclarations antérieures hein, et que vous ne trouvez pas de réponse en ligne, il y a une possibilité de pouvoir contacter quand même directement les services dédiés en fonction de vos questions sur la DADSU, le PASSRO ou la DUX. Voilà. Si tant est que des questions ne trouvaient pas réponse. Des conseils quand même, encore une fois, oui, il y en a plusieurs. C'est de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel hein, qui a des informations importantes à vous communiquer, je dirais même essentielles pour le paramétrage de vos DSN et le déploiement de la solution logicielle qui sera le plus adapté pour vous. Hein, et il y a aussi, en fonction des éditeurs, des prestations d'accompagnement, de formation, de mise à niveau pour tous ceux qui effectuent la paye. Et se rapprocher d'eux me paraît totalement essentiel. Utilisez l'environnement test, hein, donc DSN Val, qui permet de tester vos DSN. Vous recevez des retours de la part des organismes qui vont vérifier la qualité de votre déclaration sans que les données soient réellement prises en compte. On est vraiment sur la phase test. Enfin, voilà, si vous avez des questions qui ne trouvent pas réponse dans les ressources qu'on met à disposition sur notre entreprise, voilà, n'hésitez pas à contacter votre support habituel, donc votre éditeur de logiciel, c'est extrêmement important, ou les organismes directement en fonction des questions et des problèmes que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez poser en ligne, ou à vos interlocuteurs habituels, hein, puisque chaque organisme a sa propre, comment dire, plateforme hein, qui permet de répondre aux questions des différents clients et adhérents. Donc, ne pas hésiter à les utiliser, et en particulier dans cette phase de démarrage de DSN, où on essaye de vous accompagner le mieux possible, voilà, en fonction des différents organismes représentés.
Voilà, je vais me permettre du coup de redonner la parole à mes collègues en fonction des questions qui sont peut-être arrivées entre-temps, que je n'ai pas vues, mais voilà. Donc, la présentation générale est pour l'instant terminée. Bon, si on voulait être méchant, on laisserait Monsieur Le Prado avec cette interrogation, suis-je seul? Mais non. Non, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées entre-temps et certaines ont trouvé bien évidemment des réponses dans le support. Donc, je vous invite à vous en rapprocher. Une petite inquiétude qui émerge de certains de vos commentaires, c'est mais est-ce que je risque pas d'être tout seul? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que la dématérialisation, ça va pas me laisser sur le bord du chemin? Alors, j'aimerais quand même vous répondre que l'ensemble, et d'ailleurs, vous pouvez le constater aujourd'hui avec Mme Rambaud de l'URSSAF, M. Le Prado de la GIRC ARCO, donc de AG2R La Mondiale, et M. Villemont de la DGFIP, et puis moi-même du JPMDS, on est là avec vous pour vous faire cette présentation et surtout pour vous préciser que localement, vous continuez à avoir les mêmes interlocuteurs, que ce soit à l'URSSAF, que ce soit dans les CEPAM, que ce soit au niveau de la CDC, si vous allez conseiller retraite de la CDC, les liens que vous avez avec les 3 fonds qui sont derrière la CDC, l'IRCANTEC, le RAFP et la CNRACL, continuent d'exister et je vous invite bien évidemment, si vous avez des questions particulières, à vous rapprocher d'eux parce que nous sommes disponibles. Précision encore, dans les réponses que vous voyez apparaître, apparaît souvent le nom de Sophie Caillot, qui travaille au JPMDS. Donc les réponses qu'elle vous propose sont bien évidemment les bonnes. C'est pas des échanges particuliers, même si on n'a pas eu l'occasion de la présenter au début de cette présentation. Plusieurs intervenants d'organismes de protection sociale sont derrière dans le back-office. Ce qui n'est pas une situation très gênante, puisque simplement il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le son, mais répondent aux questions que vous vous posez. Donc on essaie d'être au plus près de le faire. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la totalité du régime général, donc du secteur privé, est passée maintenant depuis 2017, donc la totalité depuis un peu moins de temps, mais est en totalité passée sur la déclaration sociale nominative. Et tous les cas particuliers, style les marins, style les intermittents du spectacle, entrent en ce moment dans le cadre de la DSN et utilisent le flux DSN pour transmettre les données. C'est d'autant plus important que l'objectif de la déclaration sociale nominative, c'est quand même de pouvoir suivre le cas particulier de chaque individu, de son premier jour d'activité au jour de son décès, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation, alors bien évidemment, quelle que soit sa situation géographique, mais sa situation personnelle, maritale, professionnelle. Et le chaînage de toutes ces informations permet d'avoir une vision très précise, très rapide de l'ensemble des données relatives au cas de chacun d'entre nous. En face de la déclaration sociale nominative, M. Prado vous a parlé du portail mesdroitssociaux.gouv. Je vous invite très fortement à y aller, à vous y inscrire, parce que chacun d'entre nous peut y vérifier les données qui sont transmises à son sujet. Et donc, on peut éventuellement voir où on en est des cotisations retraite, on peut voir effectivement à quel moment on a eu tel changement au niveau du contrat ou autre, puisque ces éléments sont transmis. Tout ce qui est transmis dans la DSN est accessible pour votre cas dans le portail mesdroitssociaux.gouv. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'y connecter, de pouvoir faire ce suivi. Mais en réalité, au niveau de ces éléments qui sont donnés au fur et à mesure, vous avez d'un côté une base de connaissances, comme vous disait Monsieur Le Prado, très complète avec des cas de paye. On n'est pas parti du principe de vous dire, ben voilà le mode d'emploi, on a fait un produit génial, voilà comment il marche. Non, on est parti du principe de dire, voilà comment vous faites la paye, voilà comment ce que vous transmettez déjà dans la paye peut être utilisé dans le cadre de la DSN. Voilà pourquoi on a besoin que ce soit le plus juste possible, soit de la meilleure qualité possible, parce que du coup, une fois qu'on a cette info, comme le dit le fameux dites-le nous une fois, on ne vous le demande plus. Mais on ne vous le demande plus à partir du moment où on l'a acquis, c'est-à-dire qu'on l'a enregistré,
où c'est lisible et où c'est juste. Alors effectivement, il y a quelquefois des corrections à apporter, on a les comptes rendus métiers qui remontent, il y a des modifications de situation. Je ne sais pas, Monsieur Villemont, si vous avez le chiffre, mais je ne suis pas persuadé que la situation fiscale des agents et des salariés change tant de fois que ça dans l'année, et du coup que les taux de passe évoluent tellement avec ce niveau d'inquiétude, éventuellement en vous disant, puisque j'ai vu sur un commentaire, est-ce que le CRM remonte bien, et Monsieur Villemont qui vous confirmait en disant oui, même si on a quelques difficultés, vous inquiétez pas. Non, je vous laisse la parole, je vous laissais juste ouvrir le micro, Monsieur Villemont, pour compléter ce que je disais. Oui, alors juste sur la volumétrie des modifications qu'on connaît, finalement, on s'attendait à beaucoup plus de modifications, mais il n'y en a pas tellement que ça. Et on s'aperçoit que tout au long de l'année, on a des situations fiscales qui restent assez stables. Après, les rushs qu'on connaît, c'est après déclaration, c'est sur les mois de septembre-octobre où on veut avoir un nouveau taux. Mais globalement, la situation est assez stable, ce qui nous permet d'avoir des CRM modulo ce que j'ai indiqué dans la réponse que j'ai faite en disant qu'actuellement, on a constaté qu'il y avait quand même quelques décalages et qu'on ne pouvait pas respecter le délai de 5 jours pour le retour des CRM. Mais la situation, de mon point de vue et vu de la fenêtre de la DGFiP, n'est pas catastrophique puisque de toute façon, on arrive à donner satisfaction à l'usager si jamais il y a un sujet particulier qu'il faut qu'on corrige. Voilà. Merci à vous. Effectivement, et on a... alors, c'est vrai que quand on annonce, comme on le faisait au niveau de Net Entreprise au départ ou d'autres, on annonçait des chiffres de mise à disposition et d'utilisation qui étaient proches de 100%, c'est-à-dire qu'on était à 99,8, 99,7. Quand on est sur le pourcentage, on se dit waouh, c'est génial, bravo. Quand on est sur le chiffre réel, c'est-à-dire plusieurs millions de déclarations, on s'aperçoit qu'un demi-point, mais ça fait beaucoup de centaines de milliers de déclarations. Donc, et puis alors, c'est surtout insupportable quand ça touche le déclarant qui vient de faire la déclaration et qui est dans l'attente d'un élément ou d'un retour. Donc, bien évidemment, il reste des humains. Sur les questions relatives à l'utilisation de telle ou telle SIRET, de la différence entre l'utilisation d'un SIRET par une URSSAF, un autre par la CDC ou par l'IRCANTEC, enfin un des fonds qui est derrière, je vous invite à franchement vous rapprocher de votre URSSAF de façon à définir la maille sur laquelle vous pouvez être le plus efficace possible. C'est vraiment important de le faire en amont. Vous avez le temps maintenant de le faire puisque l'entrée est prévu au 1er janvier 2022. Vous avez quelques mois devant vous pour justement consacrer un mois à l'établissement de ce que, alors moi j'appelle le plan de paye, mais surtout votre situation au regard de la paye. Est-ce qu'effectivement vous recevez de la part des différents chefs de service toutes les informations à temps pour faire une paye exacte au regard de la DSN, hein, pas. Bien sûr que la paye est toujours exacte, elle est juste dans 99,99% des temps. La DSN n'est pas faite parce que la paye est mal faite. La DSN est faite pour simplifier les relations entre les employeurs et les organismes de protection sociale. Donc on a effectivement toujours ce lien avec les humains, que ce soit avec les URSSAF, avec l'IRCANTEC ou la CNRACL. C'est simplement le tuyau par lequel le flux d'informations passe qui change. Le lien avec eux, la relation que vous entretenez avec eux, effectivement, ne change pas. Et pour ceux qui sont déjà en avance, et je remercie Madame Pardieu de poser la question, vous avez la possibilité d'utiliser les outils de contrôle pour le SIRET ou de consulter la fiche « Comment vérifier le NIR de mes agents ». Et je vais me permettre de revenir 2 secondes sur le fameux cercle vertueux de la DSN, qui, vous n'avez pas manqué de le remarquer, mais vous avez eu tous la gentillesse de ne pas nous en faire grief. C'était un demi-cercle, en réalité, le cercle n'était pas bouclé, mais c'était plus clair de parler d'un cercle vertueux, puisqu'en réalité, on le redémarre en partie chaque mois. Une chose que vous allez avoir à faire au départ, c'est d'informer les agents que les données des transmises aux organismes de protection sociale sont dématérialisées. Donc, vous avez l'obligation de les informer au titre du RGPD. Le moment où vous allez les informer, c'est peut-être l'occasion inespérée de valider avec chacun d'entre eux, si vous en avez la possibilité, ou avec ceux sur lesquels vous avez éventuellement détecté des différences entre ce qui était déclaré et ce qui était attendu,
de vérifier avec eux que la situation que vous connaissez est toujours la bonne. Alors, je sais bien que généralement, effectivement, ces éléments sont à jour. Mais il y a une petite particularité dans la DSN, c'est qu'auparavant, vous aviez d'un côté un service RH, de l'autre côté un service comptabilité, avec un service social quand dans les cas les plus joyeux, parce que dans les cas les plus stressants, éventuellement, vous êtes tout seul, donc la question ne se pose pas. Mais dans le cas où vous avez plusieurs services qui jouaient jusque-là un morceau de la partition des déclarations sociales et de la paye, dans le cadre de la DSN, tout est ramené au même endroit. Tout est ramené sur la déclaration sociale nominative. Donc peut-être que les informations qui auparavant étaient gérées à un autre endroit vont avoir besoin d'être modifiées, mises à jour directement par vous en tant que déclarant, parce qu'on a besoin d'avoir des NIR certifiés pour 100% des gens pour qui vous faites les déclarations. Et puis, dernier point, parce que malheureusement, on n'a pas d'intervenants de l'assurance maladie qui ont pu se libérer ce matin pour venir se joindre à nous et faire cette présentation, malgré les essais, et on le retrouve ailleurs. Donc, je vais revenir quelques secondes sur les IJ, la subrogation. Vous trouvez les réponses, bien évidemment. Toutes ces réponses-là auprès de l'assurance maladie et auprès de votre CEPAM. Vous en trouvez aussi beaucoup dans le cadre des éléments qui sont mis à votre disposition sur Net Entreprise relatifs justement au signalement d'événements arrêt de travail, maladie ou fin de contrat de travail. Et surtout, je vous en prie, ne me parlez jamais de DSN événementiel, ça n'existe pas. La déclaration sociale nominative a été instituée par une loi qui précise que c'est un flux mensuel des données de la paye et des signalements. 3 types de signalements sont à votre disposition aujourd'hui. Le signalement de dernier recours qui est la fin de contrat de travail unique, qui permet effectivement de valider les éléments inclus dans la déclaration d'employeur mensuel que vous connaissez aujourd'hui, qui est substituée par la déclaration dématérialisée de fin de contrat. Donc vous avez ces éléments-là qui sont transmis pour les fins de contrat. Vous avez les événements qui ont lieu, maladie ou maternité ou accident du travail, qui font l'objet de signalements d'arrêt de travail. Et puis, vous avez un signalement qui vient d'arriver, qui s'appelle le signalement d'amorçage des données variables. Le nom est un peu compliqué, mais en réalité, c'est juste pour permettre de faire entrer dans le système DSN des agents, des salariés, qui, au regard de la DSN, ne sont connus qu'après un mois d'activité, puisque la DSN, c'est le reflet de la paye, donc on ne va pas les payer avant qu'ils aient commencé à travailler. Mais ce signalement permet de les faire rentrer dans le système pour justement, par le biais du remplacement de la topase, d'avoir des éléments qui permettent le calcul, l'obtention du taux pour être au plus près de la réalité et dès le premier mois avoir un taux de passe, le taux de passe personnalisé s'il existe, mais du coup le taux de passe choisi par l'individu pour qui vous faites la rémunération. Donc 3 signalements d'événements, parce que les signalements d'événements déclenchent l'ouverture des droits, déclenche les revenus de substitution quand il y en a besoin, ou déclenche l'ouverture des droits. La DSN mensuelle, elle transmet les données qui sont issues de la paye et qui sont la photographie de cette situation. Mais ça ne transmet pas le signalement. Pôle emploi ne reçoit pas les DSN tous les mois. La CEPAM ne reçoit pas les DSN tous les mois. La DSN, et les données de la DSN sont transmises à ceux qui ont légitimité à en connaître. Et effectivement, Pôle emploi ne connaît les éléments de revenus que pour les salariés au moment où il y a une fin de contrat de travail, et donc il y a besoin de faire ces calculs. Sur les IJ ou autres, la subrogation, ça ne change strictement rien. Il faut simplement que vous ayez en tête le fait de savoir à quel moment et dans quelles conditions les revenus de l'agent ou du salarié sont impactés. Si vous maintenez le salaire, comme dans le cadre de la subrogation, le signalement de 5 jours, en soi, pour les revenus de l'agent, ne sont pas importants. Mais pour le remboursement que l'assurance maladie va vous faire, c'est important. Il faut que ça démarre au plus tôt possible. Ce n'est pas la peine de faire de l'avance de trésorerie, alors que ce n'est pas prévu dans ces cas-là. Donc, il y a besoin de faire le signalement à partir du moment où soit les revenus, soit le contrat de l'individu sont impactés par un événement. Alors, on dit 5 jours. Certains d'entre vous, j'ai vu passer, disent « Ah, 5 jours, on ne peut pas tenir ». Mais je vous rappelle juste, madame, monsieur, que la loi vous impose de le faire immédiatement aujourd'hui.
5 jours, c'est un plus par rapport à ce que la loi vous impose. Vous devez le faire immédiatement dès que vous en avez connaissance. Donc le fait de dire 5 jours, parce que c'est compliqué ou pas, mais aujourd'hui, comment faites-vous? Aujourd'hui, vous faites la paye, on n'a pas de soucis nulle part. On a rencontré des soucis avec des gens qui nous disaient « Oh là là, mais moi je tombe pas malade, parce que si je tombe malade, je ne suis pas payé avant 3 mois. » Enfin, ça n'existe pas. Les gens qui font la paye, et vous en l'occurrence, les RH, les comptables ou les gens des services sociaux, mais vous faites un boulot compliqué, mais vous le faites super bien déjà. Donc la question n'est pas là. La question c'est de dire effectivement, parce que c'est une norme, parce qu'elle s'applique à tout le monde, tous les individus, parce qu'elle s'applique à tous les statuts, à tous les moments de la vie professionnelle, on a besoin que pour tout le monde, les mêmes règles s'appliquent. Et cette règle de 5 jours, c'est une règle qui certifie que le déclenchement des revenus de substitution, le déclenchement, alors pour certains, vous avez quand même dans les conventions collectives et dans certains accords qui sont spécifiques à la fonction publique, vous avez des règles de maintien des cotisations de retraite ou non. Vous avez à partir de 30 jours, dès le premier jour, quel que soit, enfin, des règles très précises, mais que vous connaissez, que vous maîtrisez bien. Sauf que là, il faut que ça rentre dans le système, effectivement, dans la norme de la déclaration sociale nominative, qui fait que des 40 déclarations qui sont substituées, on va passer à sûrement plus, parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire en dehors de la paye, mais qui utilise les données de la paye, a pour vocation à être substitué par la déclaration sociale nominative. Et puis, la question se pose aussi pour les aides personnalisées au logement ou d'autres aides. Elles sont contemporaines. On a beaucoup souri quand nos collègues de la sphère fiscale sont arrivés avec ce terme de contemporanéité de la donnée, qui nous semblait un peu complexe, mais en réalité, on a simplement besoin de savoir la réalité exacte au jour le jour de ce qui se passe, parce qu'on a besoin de déclencher justement les droits, parce que toutes les cotisations qui sont payées aujourd'hui sont destinées au financement de la sécurité sociale, ou alors à retrouver des éléments, à ouvrir des droits, à ouvrir des protections pour les agents, et je sais que chacun d'entre nous qui participons aujourd'hui à cette présentation, y sont attachés. Alors ça faisait un peu discours un peu tout seul dans mon coin, parce que j'ai réuni beaucoup de réponses à des questions. Pour ce qui était effectivement des AFR, vous avez vu la réponse. Pour ce qui est des élus, des DIF, mais quand la déclaration est faite annuellement, elle sera inclue dans le véhicule de la déclaration sociale nominative une fois par an. La question se pose effectivement, non pas pour des déclarations pour le DIF ou pour d'autres qui étaient faites une fois par an, mais pour des cotisations annuelles qui, dans certains cas, ou des primes annuelles qui, dans certains cas, sont versées ou prélevées mensuellement. Rien ne vous empêche, avec l'accord de l'organisme qui reçoit la donnée, de le mensualiser, c'est-à-dire de donner dans la DSN un 12e de cet élément pour qu'il soit effectivement complet à l'arrivée. Ou alors de rester dans l'attente que l'on a chaque mois de cette partie du véhicule, la réponse néant, parce que effectivement c'est annuel, donc chaque mois vous ne versez rien, et puis au mois de décembre, si c'est au mois de décembre qu'il y a lieu la régularisation, mais en même temps, rien n'oblige que toutes les régularisations soient faites au mois de décembre, certaines sont attendues en octobre. On a par exemple dans le régime général, dans le secteur privé, le plan comptable américain, l'année comptable américaine, qui est d'octobre à septembre, et non pas de décembre à janvier, enfin de janvier à décembre, pardon. Donc on perd un peu cette notion calendaire aussi stricte, on en vient à des notions qui sont 12 déclarations mensuelles consécutives pour faire une année, sachant qu'effectivement, parce que la fiscalité en France, parce que le droit social en France travaille sur une notion d'annuel, on a besoin que ce soit de janvier à décembre, ce qui explique que l'on vous oblige à rentrer en déclaration sociale nominative au 1er janvier 2022, pour ceux qui n'y sont pas encore, et soyez rassurés, ceux qui étaient attendus en 2021, qui n'étaient pas en rendez-vous, vous avez déjà été contactés par votre URSSAF, vous le saviez déjà, donc ceux qui n'ont pas été contactés, c'est que vous n'étiez pas forcément attendus, mais vous aviez la possibilité de démarrer si vous étiez prêt.
Je vais peut-être laisser soit Madame Rambaud, soit Monsieur Villemont ou le Prado, si vous avez un mot à rajouter sur des réponses à des questions que vous avez vues passer. Alors, oui, juste une précision concernant le paiement des cotisations en URSSAF. Donc, effectivement, là, le télépaiement, donc le bloc 20 qui est donc dédié au télépaiement qui est embarqué avec la DSN n'est pas prévu pour les collectivités territoriales, enfin les services publics, puisque les administrations ont obligation de virement. Donc, effectivement, la mise en place de la DSN ne remet pas en cause cette obligation. Aujourd'hui, vous devez continuer à régler les cotisations par virement. Peut-être que par la suite, enfin, en tout cas en URSSAF, on n'a pas d'informations sur une évolution réglementaire par rapport à cette obligation-là, mais voilà, il n'y a pas de changement au niveau des modalités de paiement, même si la DSN, effectivement, pour les secteurs privés, prévoit un bloc paiement. Donc voilà, c'était un élément. Il y a quelques questions qui étaient passées, mais on n'a pas trop parlé des versements. Pour ma part, je crois qu'on a répondu à pas mal de questions au niveau du chat. Oui, oui, je suis d'accord. S'il y a des cas précis sur lesquels vous souhaitez ramener les éléments, alors il y a la question relative aux plateformes, aux numéros de téléphone. Les plateformes et les numéros de téléphone que vous connaissez aujourd'hui restent actifs. Donc vous pouvez effectivement répondre à tous enfin, on peut répondre. On peut questionner chacun de nos interlocuteurs par les moyens utilisés aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement toujours des interlocuteurs. Et pour vous rassurer, sur ceux qui étaient dans l'obligation de rentrer au 1er janvier 2020, donc de la fonction publique au 1er janvier 2021, on est au-delà des 75% de ceux qui étaient attendus qui sont rentrés. Et on est au-delà de 80% dans la qualité des données qui sont transmises. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont commencé à rentrer, soit parce qu'ils étaient dans l'obligation, soit parce qu'ils étaient prêts, les déclarations qu'ils transmettent sont aujourd'hui lisibles, justes et correctement paramétrées. Donc, l'accompagnement au changement sur lequel on peut éventuellement intervenir et vous aider, et vous avez vos interlocuteurs qui sont disponibles avec moi sur la région, mais en même temps, c'est un changement qui ne doit pas vous faire peur. C'est un changement, de toute façon, tout changement un peu de stress et d'angoisse, mais il ne doit pas y avoir de peur. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de déclarants qui sont déjà rentrés en DSN, des millions d'entreprises qui sont rentrées en DSN, qui font passer des dizaines de millions de lignes de salaire. On est à plusieurs dizaines de millions de salariés en France, sans qu'il y ait de soucis. Donc oui, ça demande de s'y prendre en amont et de préparer les éléments en amont. Et oui, les questions-réponses seront disponibles. Vous allez avoir un replay qui va se déclencher dès qu'on aura terminé. Et vous aurez la possibilité de revoir le début des interventions de M. Le Prado pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se connecter dès le début, puisque j'ai vu 2 ou 3 messages de personnes qui arrivaient en cours de route, donc vous allez pouvoir le redécouvrir. Les questions sont disponibles et en plus, on va mettre à disposition un compte-rendu dans lequel il y aura effectivement les questions et les réponses avec les liens pour aller sur les bonnes fiches consignes, pour aller trouver les bons éléments de paramétrage. Je pense que, M. Le Prado, vous pouvez donner les rendez-vous, puisqu'on a 2 autres rendez-vous qui vont arriver, en plus de tous ceux qui vont vous être adressés, mais on a deux échéances. Alors oui, on a 2 prochaines échéances, hein, une vers la fin du mois de mai, de mémoire, et une autre aux alentours du mois de septembre, hein, pour justement entrer vraiment dans le vif de la DSN et de sa codification, voilà, pour aller plus loin. Moi, je tenais à vous remercier tous les participants d'avoir écouté pendant 7h30, et je tenais aussi également à remercier les partenaires qui sont présents ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Alors, puisque c'est moi qui ai la main pour appuyer sur le bouton et pour clôturer,
Oui, monsieur Le Prado avait un mauvais son qui passait, mais il était en train de tous vous remercier pour votre présence, de vous redonner rendez-vous, puisqu'on reviendra vers vous sur ce sujet. Et je pense que ce seront les mêmes intervenants. On reviendra à la fin du printemps et à l'automne sur 2 séries de webinaires. Un premier qui va rentrer beaucoup plus dans le détail des éléments déclaratifs pour les agents, et l'autre qui sera plus sur le thème « C'est pas parce que vous êtes en retard qu'il est trop tard ». En gros, il restera 2-3 mois pour vraiment paramétrer, pour rentrer dans la DSN qui sera obligatoire. Donc, je complète ces remerciements. Merci beaucoup pour vos questions instructives et qui prouvaient que le contenu de ce webinaire n'était pas inutile et que la présentation qui a été faite par monsieur Le Prado a du coup créé des questions, puisque les réponses que vous attendez n'étaient pas dans cette présentation. Donc, c'est normal que vous en ayez eu beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas qu'on a la possibilité effectivement de rentrer dans le système, qu'on aura d'autres occasions, y compris avec l'assurance maladie, de venir face à vous ou à vos côtés plutôt pour vous aider dans ces éléments de paramétrage. Merci beaucoup à Madame Renvaux de l'URSSAF de sa présence et puis de toutes les questions auxquelles elle a répondu, puisque quand vous voyez apparaître MR dans les réponses, c'est que c'est elle qui travaille par elle pour AV, puisque c'est M. Alban Villemont qui est le DGFIP qui a répondu. Merci beaucoup aux questions relatives au PASS, parce qu'il était important que vous soyez tous rassurés. Antoine Le Prado, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. C'était pas évident de faire des présentations de ces éléments aussi en direct. Merci à tous. Passez une très belle journée. Un dernier petit conseil, faites attention à vous, protégez-vous, protégez les vôtres au plus près pour que l'on puisse sortir de cette situation complexe dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous essayons de vous accompagner au plus près de ces obligations déclaratives pour la fin de l'année. À très bientôt à tous. Merci beaucoup. Bon appétit puisqu'on vous libère juste avant l'heure d'aller déjeuner pour ceux qui vont déjeuner. Et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir.